Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, quoi de plus normal que de voir le sommaire. On regarde. La Grande Team propose ce soir LGT News. Cannes 2025. Le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Voilà, donc la question LGT, Cannes 2025, le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? On ouvrira donc le débat dans l'actu et bien sûr, vous pourrez nous appeler en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou bien vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3. Justement, on parle de Cannes 2025, on parlera aussi un retour en arrière, retour dans le passé, retour l'année dernière avec la Cannes 2023, jour pour jour, 29 janvier 2024, 29 janvier 2025, la Côte d'Ivoire battait le Sénégal. Ce sera donc dans la rubrique Cannes jour pour jour. Voilà. Et pour cette émission, je serai accompagnée pour la première partie de José Diati. Bonsoir José Diati. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez Henri Joël? Je vais très très bien. Et Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous, ça va? Je vais très bien, merci beaucoup. Et bien sûr, on sera rejoint tout à l'heure par Aimé Chichi. Voilà, la première rubrique de l'émission, c'est LGT News. On vous donne l'essentiel de l'actualité sportive et c'est maintenant. On y va. Cannes 2025, le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? C'est donc la question LGT de ce soir, ce sera tout à l'heure. Pour l'heure, le débrief des news, bien sûr, on va parler déjà de CHAN 2025, les nouvelles dates dévoilées, c'est avec Balo. Oui, absolument, c'est un grand soulagement parce que ça a été attendu depuis longtemps. Après le report dû au fait qu'il y a eu des retards sur les infrastructures concernant les différents pays, l'Ouganda, notamment le Kenya qui accuse un retard et la Tanzanie. La nouvelle date, eh bien, la CAF l'avait annoncé qu'elle allait donc donner les dates précises. On avait donné une échéance qui était le mois d'août, mais maintenant, les dates sont connues du 2 au 30 août. Mais maintenant, on a une inquiétude concernant un pays qui est le Kenya. Ouais. Juste une explication à ce niveau. Il faut savoir que le Kenya, au niveau du Kenya, le sport roi, c'est l'athlétisme. Et ça explique, je pense, dans le cadre d'un reportage, le retard au niveau des infrastructures. Il faut savoir que les autorités n'ont pas accordé une importance capitale au football, selon le témoignage dans ce reportage d'un journaliste de sport au Kenya, ouais. Où, au niveau du championnat, eh bien, il y a peu d'attractions. Il faut savoir qu'il y a peu de grands joueurs. Il y a les joueurs kenyans qui quittent le championnat. Les infrastructures sont peu entretenues parce que le football là-bas n'est pas le sport roi. Eh bien, l'investissement clé eh bien, se situe au niveau de l'athlétisme. Donc la CAF a voulu, en attribuant l'organisation eh bien, de la Cannes et du CHAN à ce pays-là pour, si vous voulez, renouveler, reconstruire les infrastructures. Mais il se trouve que eh bien, ces infrastructures sont dans un état de vétusté et d'ancienneté incroyable. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du Kenya. Donc on les exhorte véritablement à mettre le pied sur l'accélérateur et véritablement un éveil de conscience de la part des autorités kenyanes pour un développement, on va dire, du football sur le long terme. Il faudra effectivement que le football passe en priorité, même si le Kenya reste un grand pays d'athlétisme et d'ailleurs c'est illustré par l'athlétisme. Oui, bon, effectivement, pour le CHAN 2025, comme vous l'avez dit, Balo, jusqu'à ce jour, ce pays ne remplit pas encore le cahier de charges. Bon, de quoi soulever véritablement des inquiétudes. Mais bon, on espère que tout rentrera dans l'ordre. Oui. Attends, voilà. Et puis, Mercato, Neymar attendu à Santos. Diati, oui, on y va. Oui, Neymar a attendu à Santos son club formateur, c'est-à-dire il retourne à la maison. Mais il faut dire qu'entre Neymar et Al Hilal, c'est fini. Après 1 an et demi en Arabie Saoudite, l'international brésilien a résilié son contrat à l'amiable avec ce club phare de l'Arabie Saoudite. Il faut dire que c'est quand même un fiasco pour un tel joueur qui est arrivé à coup de renfort de publicité et puis d'argent aussi dans ce championnat. Ouais. Voilà, il a eu contracté de nombreuses blessures. Suite à ça, il n'a pas pu vraiment dévoiler son talent dans ce championnat-là. Il a beaucoup pris de l'embonpoint. Il faut dire aussi que
entre la vie sportive et la vie privée du joueur, vraiment, il y avait quand même un grand écart. Voilà, il ne s'entretenait pas trop, on le voit à l'image, il a pris de l'embonpoint. Et les spécialistes se sont amusés quand même en 1 an et demi, seulement 7 matchs. Les spécialistes se sont amusés à calculer l'argent qu'il a reçu sur un match. On parle de 40 millions d'euros, c'est-à-dire 26 milliards de francs CFA pour un seul match, puisqu'il n'en a joué que 7. Voilà, donc ça spécule un peu sur... Il y a des railleries même souvent hein, sur son passage en Arabie Saoudite. Et c'est bien dommage, mais il part dans son club formateur pour se relancer. À 32 ans, il espère encore faire partie de l'équipe nationale du Brésil pour le prochain mondial. Voilà, donc c'est vraiment dommage pour ce passage en Arabie Saoudite. Mais bon, Diaty à Santos, hein, son salaire mensuel pourrait atteindre 641 millions. Oui, mais c'est largement en deçà très largement en deçà de ce qu'il touchait. Parce que là, on ne parle pas de millions d'euros, on parle de millions de francs CFA. 641 millions très largement de francs CFA. Allez, Manchester United, le retour possible de Pogba. Oui, un autre transfert, mais pas dans les mêmes conditions que Neymar. Lui, Paul Pogba, il a été suspendu récemment pour dopage. D'ailleurs, il avait résilié son contrat avec son équipe précédente, c'est-à-dire la Juventus de Turin, dans le mois de novembre. Une séparation à l'amiable entre les deux parties. Alors, depuis ce temps, normalement, il devait être suspendu pour 4 ans, sauf que ça a été réduit à 18 mois. Donc, il aura la possibilité de reprendre la compétition à partir du mois de mars. Alors, avant cela, quand même, Pogba commence à se mettre un peu dans une sorte de feuilleton en créant des épisodes. Et là, l'épisode qui est aujourd'hui dans la tête de tout le monde, c'est cette image avec Amad Diallo, où d'aucuns se sont amusés à parler d'un retour probable du côté de Manchester United, club qu'il a déjà porté les maillots à 2 reprises, puisque depuis 2022, il est parti de United en 2022 vers la Juventus de Turin. Il a un peu fait le retour entre les deux clubs sur, je dirais, ces 10 dernières années. Donc, un retour probable à Manchester United, c'est l'interrogation. Et d'ailleurs, un autre Français qui a joué à Manchester United s'est amusé quand même à parler, à évoquer, je dirais, un retour probable de Pogba. Il s'agit de Louis Saha, l'attaquant français, qui a dit Manchester United pourrait être une bonne destination pour un retour de Paul Pogba. Alors, les questions qu'on peut se poser en ce moment, est-ce que Ruben Amorim, dans sa reconstruction de l'équipe, verrait Pogba comme, je dirais, un milieu de terrain sur qui il faut s'appuyer? Est-ce que Pogba réellement a envie de partir à Manchester United, même si l'image qui est là quand même évoque beaucoup de choses? Ce sont des interrogations qu'on va attendre pour avoir des réponses dans le mois de mars, peut-être avant, mais déjà il faut savoir que la fenêtre du mercato va se fermer bientôt. Mais dans le cadre de Paul Pogba, puisque c'est un joueur libre, il a la possibilité de signer à n'importe quel moment dans n'importe quel club. Très bien, donc un retour probable, possible. Bon, de toute façon, on attendra les dernières nouvelles de Pogba à Manchester United. Balo, un mot dessus? Oui, on attendra de voir parce qu'il faut signaler que lui, ça a également à louer les qualités de Paul Pogba. Il a dit que dans le milieu de terrain actuel de Manchester United, il manque de la puissance et que éventuellement Paul Pogba pourrait apporter cette puissance-là et la capacité de jouer en box-to-box, c'est-à-dire de défendre et de se projeter rapidement vers l'avant. Donc, il correspond, selon lui, ça aux qualités de Pogba et que le fait que Paul Pogba s'entraînerait avec l'équipe de Manchester United, il y a cette possibilité-là aussi d'une remise physique à niveau rapide, dans la mesure où il va se frotter aux meilleurs joueurs actuels du moment. Donc, il y a la possibilité d'avoir un partenariat, sinon une collaboration gagnant-gagnant. Paul Pogba qui apporte quelque chose au milieu de Manchester et Manchester qui pourra le remettre à niveau rapidement physiquement. Donc, pour le moment, en tout cas, Paul Pogba est à l'œuvre au niveau de l'entraînement pour revenir à son meilleur niveau et c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre, vous l'avez dit effectivement. Dans le focus de ce soir, on aura un invité, M. Ismaël Bakayoko, promoteur African MMA League. Ce sera tout à l'heure, après la petite pause que nous marquons maintenant. Surtout, ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brissano de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Appelez-moi, disons-moi de déclencher du feu.
Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso Mais c'est surtout qu'il était homme de Dieu. Nous là, on n'est pas dans ce football là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi, tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude d'empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choilot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, une loi finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilot? Non, c'est parce que la mais je pense une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Le profil, la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la Grande Team, et bien sûr, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Une question LGT pour ce soir, CAN 2025, le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? Ce sera donc pour l'actu. Et pour le focus, on parlera donc MMA, et c'est maintenant. On y va. Alors, Ismaël Bakayoko, promoteur de l'African MMA League, est notre invité de ce soir. Avec lui, nous parlerons de la soirée de l'AML6 qu'il organise ce samedi. Et à noter que cet événement sera diffusé, bien sûr, sur les antennes de la 3. On reçoit donc sur le plateau de la Grande Team Ismaël Bakayoko. On vous laisse vous installer confortablement. Bonsoir. On reçoit donc sur ce plateau Ismaël Bakayoko, promoteur African MMA League. Et bien sûr, avec lui, on parle de cet événement qui sera retransmis en direct sur les antennes de la 3. Ismaël Bakayoko, oui, combien de combats déjà sont au programme et puis quelles sont les catégories concernées? Pour cette phase, on aura environ 15 combats. Et dans ces 15 combats, on aura 4 catégories, poids lourd, poids moyen, poids plus, mais aussi un combat de dames. On aura aussi des combats d'enfants, mais c'est juste un combat d'exhibition pour montrer que le MMA, c'est pour tout le monde, pas seulement pour les adultes. Et il n'est pas aussi violent que ça, c'est un sport de percussion, il est intense, mais pas violent. Donc même les enfants peuvent participer. Même les enfants peuvent participer. Même Ballot, il peut faire. Ballot. Bien sûr. Carton jaune. Ballot, allez, vous avez une question. Justement, c'est de savoir quelles sont les figures actuelles du MMA en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des
Il y a des figures montantes de noms à retenir. Bien sûr. Vous savez, on a commencé cet événement-là, on a notre 6e événement. Et avec, à travers tous ces événements, on a eu à dénicher certains talents. Je peux nommer Cheikh Kaboré, qui est vraiment un très, très, très bon athlète. Axel Héritier, Taoufik Rokibou. Vraiment, on en a. Je peux compter au moins 5 que je pense qu'ils ont un très, très bon niveau, un niveau même international. D'accord. Et justement, est-ce qu'à la longue, on pourrait éventuellement avoir des Adesanya comme invités, sait-on jamais? Comme invité, mais bien sûr, l'objectif c'est ça, mettre nos athlètes à niveau pour permettre aux athlètes aussi internationaux de pouvoir venir ici, venir tester aussi les niveaux, parce que je pense qu'ils sont habitués à combattre contre tout le monde en Europe, aux États-Unis. Pourquoi pas ne pas venir ici en Afrique? On entend de faire ça, cette formation-là, leur donne toute la formation nécessaire pour pouvoir compétir contre ces athlètes-là. Et je vous promets que dans les prochaines années, soit Adesanya, soit Oumarou. Comment? Oumarou. Ousmane, Ousmane Kamarou, et aussi, moi je visais plutôt, il y a un là, j'ai oublié, c'est un Français là, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. D'accord, donc on pourrait les inviter pour les prochaines éditions ici en Absolument, actuellement je suis en train de travailler pour pouvoir inviter ce dernier là, ce nom m'échappe, mais il va venir, j'ai envie qu'il vienne ici montrer à nos athlètes, leur apprendre exactement comment ce milieu-là fonctionne, c'est un business, c'est-à-dire comment est-ce que... Merci, Cédric Doumbé. Exactement, Cédric Doumbé. Comment montrer à ces athlètes-là comment se vendre, comment vraiment être un business, comment être une entreprise à part entière. Et c'est ça qui nous manque ici. Nous voir l'athlète comme un produit et développer ce produit-là. Bon, on espère que les pourparlers vont arriver à une très bonne fin. Oui, Henri Joël, une question. Oui, on sait que l'objectif, c'est de permettre à ces jeunes-là quand même de bien vivre. Ça. De cette discipline. Si vous n'êtes pas à vos débuts, vous avez commencé quand même il y a un petit temps. Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau de ce projet-là? Permettre à ces jeunes-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut, vous avez cité quand même des noms, est-ce que ces références-là, aujourd'hui, arrivent plutôt à s'en sortir, par exemple, à cause de la pratique de cette discipline? Ok, absolument, mais pas comme on le veut. Pas comme on le veut. Je peux dire, déjà, ce qu'on fait, on organise 4 événements dans l'année. Ça, c'est parce que c'est en fonction de notre budget. L'UFC organise chaque semaine un événement. Nous, on ne peut pas faire ça pour le moment. Mais avec 4 événements dans l'année, imaginez par exemple un athlète qui se fait déjà chaque 3 mois 500 000 francs. Moi, je pense quand même c'est un bon début. C'est un bon début. Et avec le temps, plus de sponsors, plus de parrainage et tout, on va essayer, les montants vont augmenter et ils pourront en faire un métier honorable et bien rémunéré. Donc ça va venir avec le temps. Et Ismaël Bakayoko, justement, concrètement, pour cette édition, qu'est-ce que vous prévoyez en termes de récompenses? En termes de récompenses, ici, on peut pas pour le combat. Pour les enfants qui vont combattre, ils auront 50 000 chacun. Il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. C'est juste et le perdant et le gagnant, tout le monde a 50 000. Tout le monde a 50 000. Ça va, je m'inscrivais. C'est vrai que lui c'est un enfant. C'est vrai. Pour les combats amateurs, juste le fait de participer, gagnant ou perdant, ils ont 100 000 francs. Et le gagnant, lui, il a 150 000 francs. Et pour les combats semi-pro, 300 000 francs. Pour cette phase-là, 300 000 francs. Et juste le fait de monter, vous avez 150 000 francs. Et avec l'évolution du tournoi, ça va monter à 500 000 et 1 million. Donc, durant AML 8, les montants seront de 1 million. Les montants seront de 1 million. D'accord. Et la pesée semble être pour demain, c'est ça? Oui, demain aussi STKO à partir de 18h. On invite aussi la population à venir voir. C'est aussi un événement. Hein. Ça fait partie vraiment du show. Donc j'espère que tout le monde va venir voir. Et à cette occasion, est-ce que des athlètes peuvent être disqualifiés? Absolument. Absolument. Durant l'AML 05, il y a eu une disqualification. J'avais un athlète qui était complètement en surpoids. Et c'était une dame même. Le poids, vraiment, on ne pouvait pas autoriser ça. Parce qu'il y va aussi de la sécurité des athlètes. Donc, on a annulé le combat. L'autre était découragé, mais on n'avait pas le choix. Il y fallait de la sécurité de l'autre athlète. Bon, on espère que pour cette édition, il n'y aura pas de disqualifiés. On croise les doigts. Jati, oui, José Jati, une question. Bon, c'est un sport que je regarde un peu de loin, même s'il est passionnant. Je veux savoir quelle est la différence du point de vue animation technique au niveau du MMA et les autres sports de combat, notamment. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il y a
Il y a, au niveau de l'encadrement technique, voilà, vous parlez des combats, vous parlez des compétitions, mais est-ce qu'on a des encadreurs vraiment outillés déjà en Côte d'Ivoire pour former les jeunes, pour former les... Ça, c'est une très bonne question. Donc, déjà, ce qu'on a fait venir ici des encadreurs du Brésil, on a fait venir des encadreurs du Sénégal. On utilise aussi une grande gym ici de Jiu-Jitsu qui vient les encadrer. Nous savons que le MMA est un sport qui est coûteux. Et la plupart de nos athlètes ne peuvent pas se permettre certaines formations. Donc, on leur donne accès à ces formations. Jusqu'à présent, on a environ fait, je pense, 5 formations pour nos athlètes. Ce n'est pas assez. C'est pas assez. Je vais en faire plus. Mais avec, quand les moyens viendront, on essaiera de faire encore plus, inviter plus d'athlètes internationaux pour venir ici les entraîner. On en a fait de même aussi pour nos juges et nos arbitres qui ont été formés depuis l'AML1 à l'AML6. Là, ils ont l'expérience. Ils ont plus d'expérience même que beaucoup d'athlètes dans la sous-région. Pour répondre à votre deuxième question, la différence entre le MMA et les autres arts martiaux. Par exemple, le boxe thaï ou bien, je sais pas, c'est un sport de combat comme ça aussi. Je vais prendre par exemple mon exemple. Moi, j'ai commencé depuis l'âge de 5 ans avec le taekwondo. Le taekwondo, on utilise beaucoup les pieds. Quand je suis arrivé aux États-Unis, après un combat contre un boxeur, j'ai décidé d'apprendre la boxe parce qu'il m'a montré les limites de mon art martial. Ouais. Donc après ça, j'ai vu que bon, entre le taekwondo et la boxe, l'art martial qui était au milieu de ça, c'était le muay thai. Donc j'ai commencé à faire le muay thai. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il me manquait. Au sol, je n'étais pas doué. Donc il fallait que j'apprenne le jiu-jitsu. Donc tout ce mélange-là, c'est ça qui fait le MMA. Ah ok, ça c'est super. Bah, très bien. En tout cas, Ismaël Bakayoko, depuis quelques années, vous travaillez au développement du MMA ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous rencontrez des obstacles? On imagine. Oui, je rencontre beaucoup d'obstacles, d'obstacles, mais si on ne rencontrait pas d'obstacles, c'est qu'on n'était pas sur la bonne voie. Donc moi, c'est exactement ces obstacles-là qui me permettent de savoir que je suis sur la bonne voie et que je dois continuer exactement à faire ça. Donc vraiment, c'est mon baromètre en fait. Plus d'obstacles montrent que vraiment je suis près du but et je dois toujours continuer à foncer. D'accord. Quel obstacle comme ça? Un exemple d'obstacle. Bon. Quand je suis arrivé ici, par exemple, dans ma tête, j'avais le business plan préparé. Je suis le modèle économique des sports de combat des États-Unis. Tout ira bien. Mais je rends compte que les sponsors ne réagissent pas comme je veux. Donc, ça a faussé complètement tous mes calculs, ce qui me pousse à vraiment faire beaucoup de choses à fond propre. On a mis en place une plateforme ici pour pouvoir faire un marketing clé en main pour nos sponsors et tout. Mais bon, je me dis que ça vient. Avec le temps, ça va venir avec le temps. Donc voilà. Et déjà en tant que structure privée, quels sont vos rapports avec la fédération? Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, il y a chaque fois, dans presque tous les domaines sportifs, il y a un problème avec les fédérations. Il y a un problème avec les fédérations. Et vraiment, moi, je veux que le MMA soit la différence. Et vraiment, il y a eu des problèmes, mais je vous promets que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Je vais faire un pas. Je vais faire un pas vers eux. Je vais aller les voir. On va discuter. On va régler ces problèmes on va régler ce problème-là. Parce que je pense que nous deux, que ce soit la fédération, que ce soit nous les promoteurs, on a un même objectif, c'est d'aider la jeunesse, de leur permettre d'avoir un métier honorable et bien rémunéré. À quoi ça sert de nous disputer? Et là, quand je vous parle, ça me vient à la tête, mais pourquoi pas ne pas faire le premier pas? Et je vous promets ici à l'antenne, je vais faire le premier pas vers eux pour arrêter ça. Merci beaucoup, Ismaël Bakayoko. Oui, José Diati, oui. Oui, par expérience, pour avoir vu certaines organisations, même ici en Côte d'Ivoire, pratiquement au niveau des sports de combat, logiquement, il ne devrait pas avoir de problème avec la fédération. Parce qu'au niveau des sports de combat, il y a la fédération et puis il y a ce qu'on appelle les matchmakers, c'est-à-dire ceux qui apportent le spectacle, les promoteurs privés. C'est les deux qui vont ensemble. Généralement, les fédérations au niveau des sports de combat n'organisent pas même. Ce sont les promoteurs qui envoient des spectacles avec la fédération. Mais logiquement, il ne devrait pas avoir de problème. Non, franchement, logiquement, il ne devrait pas avoir de problème. Mais honnêtement, par expérience, il y a toujours... Ce n'est pas les membres de la fédération qui sont les problèmes. C'est les acteurs autour qui sont le problème. Et donc, il faut un éveil de conscience
pour toutes les fédérations, essayer de voir exactement c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'est la jeunesse. L'objectif, c'est vraiment valoriser la jeunesse à travers le sport et se concentrer sur ça. Et donc, c'est ce que je veux faire, en fait. Ne pas regarder les acteurs à côté, ceux qui veulent juste profiter de cette industrie-là et se concentrer sur ce qui est nécessaire. Donc, vraiment, voilà. Bon, je pense qu'entre les promoteurs et les fédérations, il ne doit pas avoir de problème. Et je fais un appel à la fédération, je fais un appel aussi à tous les promoteurs de faire vraiment un pas dans ce sens-là. Exactement, exactement. Et puis, justement, pour l'AML6, on note la présence d'un artiste parmi les combattants. Oui, Samo Samo. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être un très bon combattant? Vous savez, Samo Samo, avant de venir à l'AML, il était d'abord un joueur de football. Ce qui veut dire que c'est un athlète aguerri. Après ça, il était en Thaïlande, il a fait le Muay Thai en Thaïlande. Samo Samo qui est membre de la Team Peya. C'est ça. Il a fait du Muay Thai en Thaïlande. Combien de personnes peuvent se vanter d'avoir fait du Muay Thai en Thaïlande? Ça, voilà. Donc, vraiment, il a déjà une base martiale qui est assise. En MMA, il est nouveau. Donc, il va commencer en tant qu'amateur, mais il n'est pas nouveau en tant qu'athlète, il n'est pas nouveau en tant qu'un combattant, et il n'a pas nouveau en tant que quelqu'un qui est toujours devant un public, qui a l'habitude de gérer le stress et tout. Et je vous promets qu'il va nous donner un spectacle, un très, très bon spectacle. D'accord. Il fera donc des coups de... Des coups de marteau. C'est ça. Allez, bon, Ismaël Bakayoko, un mot de fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, mon mot de fin, c'est juste inviter toute la Côte d'Ivoire à regarder sur la 3 l'événement en direct ce samedi et aussi inviter ceux qui sont sur Abidjan de se diriger vers le CSTKO demain pour la pesée et le samedi à partir de 16h pour le Fight Night. Voilà, donc la pesée, c'est demain. Au CSTKO à partir de 18h. Voilà, et le grand spectacle, le grand show, c'est ce samedi à partir de 16h, justement, sur les antennes de la 3. Ismaël Bakayoko, promoteur African MMA League, merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Christine. Merci à vous aussi. Et merci à tout le monde. Merci à vous. Et bonne édition et bonne fête. Nous, on fera un tour. J'espère que vous viendrez aussi. Hein. Voilà, avec le combat des enfants et tout. Les enfants que je vais inscrire quand même. Mon fils Henri Joël. Il sera le bienvenu. Merci beaucoup, Ismaël Bakayoko. Vraiment, merci beaucoup, Marie-Christine. Merci beaucoup. Voilà, allez, on va marquer une petite pause. On se retrouve seulement dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Playlist Inter. C'est le unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait un éternel forte, pousse par sa bigode, du trotti et auquel la skeda. Renouer avec tous vos... Fitness, endurance, musculation et équilibre. Easy Gym, le rendez-vous des amoureux du sport, à voir sur la 3 du lundi au vendredi à 18h25. La 3, nous offrons 3 fois plus. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3. Il est l'heure de notre rubrique Souvenirs, Cannes 2023. C'est donc Cannes 2023, jour pour jour. C'est maintenant. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Emetchétché. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Voilà, ravi de vous avoir ce jour. Merci beaucoup. Allez, donc ce soir, on sera donc avec Balo. Balo, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. D'accord. Henri Joël? Je suis là.
Très, très intello ce soir. Voilà, José Diati. Celui-là, toujours d'aplomb. Et puis, Ebechiche qui arrive. Je vous rejoins avec grand plaisir. Voilà. Dis donc, il manquait que moi avec les lunettes. Hein. Ce soir, on aurait fait... c'est un quator. Quand même, hein, bon. On va baisser là, 2 trous, là. Henri Joël, parlons de la rubrique souvenirs. Voilà, c'est mieux. C'est mieux pour vous. Côte d'Ivoire-Sénégal. Dans le cadre de notre rubrique Cannes 2023, jour pour jour consacré à l'anniversaire justement du parcours héroïque des éléphants, nous revenons aujourd'hui sur les huitièmes de finale Sénégal-Côte d'Ivoire qui s'est joué le 29 janvier 2024 à 20h au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Mais avant ce match, suite à un premier tour catastrophique, bon, on fait le retour dans le passé. Des aménagements ont été apportés dans le staff technique ivoirien, dont notamment la nomination d'Emes Faye comme nouveau sélectionneur avec la qualification de justesse en qualité de meilleur troisième. C'est pratiquement une nouvelle compétition qui commence donc pour les éléphants. Revoyons l'état d'esprit du groupe avec cet entraînement sous la conduite du coach Faye. On regarde. Donc il y a 8 joueurs à l'intérieur. 8 joueurs à l'intérieur. Vous apportez de la variété dans votre mobilité, d'accord? En ouverture, en fermeture comme vous voulez, pied droit, pied gauche. Ici, coordination, vous apportez de la variété. Proprioception ici, dynamique, avant, arrière, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Voilà. Plus extérieur, pour apporter beaucoup de souplesse à la cheville, les gars. Les gars, dynamique. Là, on commence à mettre un peu plus de rythme, les gars. Dans les échanges, dans les ateliers. Allez, slalom, dynamique. Travail de coordination dans les échelles, les gars. On monte un peu plus le rythme, les gars. Tac, dynamique. Allez. Merci bien, Didier. Donne pas le temps, c'est vas-y. Voilà, attends, allez, tu vas. Va, mon frère. Allez, talon. Ok, c'est pas. Allez, là-bas. 29 janvier 2024, 29 janvier 2025, un an donc jour pour jour par rapport à ce match Côte d'Ivoire-Sénégal. Après cette vidéo, Emechiche, comment vous avez trouvé l'équipe revenante qui renaissait? Oui, alors quand Faye Mers prend l'équipe, il a juste 40 ans, c'est le jour de son anniversaire. Et puis la démission de Gassé lui permet de devenir numéro 1. Donc responsable de la sélection, il inculque tout de suite sa manière de travailler à ses camarades, à ses garçons, à ses poulains. Oui. Il les connaît déjà, il a vécu avec eux pendant des moments, donc il connaît leur état d'esprit, il connaît leur mentalité. Donc il a essayé de leur inculquer cette envie de vaincre, cette envie de gagner, cet état d'esprit qui consiste à aller chercher la victoire au fond des tripes. Oui. Surtout quand on a connu ce troisième match. Eh bien, contre la Guinée équatoriale, il fallait absolument se réveiller. Et il a amené ses garçons à se réveiller, à écouter son discours, à accepter son discours. Et là, pendant cet entraînement, on voit que c'est sérieux et puis c'est calme. Voilà, donc on va dire que tout part de là. Quand il prend l'équipe en main, il leur inspire confiance. À partir de ce moment-là, les garçons sont survoltés et ils vont attaquer le Sénégal. Ils vont attaquer le Sénégal. Ils partent donc à Yamoussoukro. On se souvient encore, Henri Joël se souvient quand même de l'arrivée des éléphants à Yamoussoukro, l'arrivée triomphale des éléphants à Yamoussoukro. Oui, c'était une nouvelle équipe, une nouvelle compétition. La première phase n'a pas été du tout intéressante pour l'équipe ivoirienne, sauvée jusqu'à la dernière minute des derniers matchs de poule. Donc là, tout le monde se remet à croire. Et quoi de plus normal que de bien accueillir cette équipe de la Côte d'Ivoire qui était quand même censée jouer presque tous ces matchs à Abidjan. Oui. Mais vu ce qui s'est passé, vu les différents scénarios, allez, la Côte d'Ivoire a commencé à faire une tournée nationale en allant déjà à Yamoussoukro et ensuite dans d'autres villes pour jouer cette compétition. Oui, Jati, oui. Les éléphants qui arrivent à Yamoussoukro, la population qui les reçoit comme des rois. Oui, bon, la population sort d'abord d'un traumatisme. Hein. Voilà, donc c'est une renaissance. Oui. Donc c'est normal qu'il y ait l'engouement. Et puis, je pense que c'est le changement d'entraîneur qui a aussi entraîné la population
à y croire un peu plus. Voilà, parce que le fait que Jean-Louis Gasset soit parti et que Faye Mess soit désormais aux commandes avec sa méthode de travail à lui. Donc, il y a au niveau même de l'équipe nationale, au niveau des joueurs, c'est un, et puis au niveau de la population, il y a un sentiment de renaissance et un sentiment de croire à nouveau au champ des éléphants pour aller loin de la compétition. Faye lui-même qui a été joueur au niveau des éléphants avec l'équipe des rêves, comme on dit. Vous savez, il y a le discours et il y a la méthode de l'entraîneur. Je pense qu'il a fait passer un message qui est arrivé aux oreilles de ses poulains. Et je pense que c'est de là que tout est parti. Il s'est servi en fait des erreurs que lui-même, il a dû constater en étant joueur au sein de la sélection des rêves, qui avait aussi des problèmes, talentueux mais avait des problèmes. Donc il s'est expérimenté, il a pris tout ça ensemble pour dire, écoutez, moi je suis un footballeur, voilà ce qu'on a connu au sein de notre sélection. On était bon, mais voilà ce qui n'allait pas. Donc c'est à vous de jouer. Il a mis tout ça ensemble et je pense que ça lui a réussi. CAN 2023, jour pour jour. Nous sommes le 29 janvier 2024. Je vous invite, très chers membres de la team, mais aussi amoureux du sport, allons, rendons-nous tout de suite au stade Charles Konan Banny pour ces 8e de finale Sénégal-Côte d'Ivoire. Le Maroc, le Maroc, le Maroc. Oui, on est soulagé un petit peu, mais on attend. Parce que c'est le Sénégal qu'on va croiser là. Mon message à l'endroit de la Côte d'Ivoire, c'est de rester focalisé à fond, à 100%. Et on attend. 3 pour le Sénégal, 1 pour la Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui! Les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour les quarts de finale après ce succès en tir au but face à l'équipe du Sénégal. Et là derrière moi, vous l'aurez remarqué, la population heureuse quant à cette victoire et aussi cette qualification. Et leur confiance, elle se jouait. Je sais que c'est les garçons. C'est Janet Jackson de Las Vegas. Je savais qu'on allait gagner. On est trop forts. Pas du tout, mais vraiment le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. De belles images, de très belles images qu'on prend plaisir à revoir, bien sûr, le retour des éléphants avec Wallo et Balo au commentaire. Balo, vous qui êtes sur le plateau. Oui, déjà l'ambiance. Déjà l'ambiance, il faut dire que l'ambiance d'avant-match était quelque chose d'exceptionnel parce que les journalistes sénégalais nous ont dit que tous les comités de soutien du Sénégal étaient mobilisés. Il y en a 3 au Sénégal, dont le 12e Guindé qui était mobilisé. Tous les journalistes sénégalais s'étaient déplacés et en plus, il y a eu une ambiance de tambour incroyable dans le stade. Il y a eu aussi une forte mobilisation du côté des Ivoiriens. Il faut rappeler aussi le contexte avec beaucoup de pression sur le staff technique, avec la rumeur qui emmenait Hervé Renard sur le banc. Il y a eu après toute une polémique autour et finalement, on est arrivé donc dans ce match. Mais dès les premières minutes, on a eu cette frayeur avec donc le but de Ndiaye sur un centre, Diallo sur un centre de Sadio Mané et tout de suite l'ouverture du score des Sénégalais. Il y a une stupeur qui a parcouru le stade, mais on a tout de suite senti qu'il y a eu une différence d'attitude dans la gestion du match, dans la défense. Il y a eu plus de solidarité. Il y a eu aussi un milieu de terrain qui s'est, si vous voulez, qui s'est beaucoup bougé, permettez-moi l'expression, parce qu'il y avait eu la fin du triumvirat, du trio Seko Fofana, Sangare Ibrahim et Franck Kessé. Cette fois-ci, on a eu l'entrée de Seri Jean-Michel qui a apporté beaucoup de choses en milieu de terrain, dans les sorties de balles. Mais clairement, même si le Sénégal menait au score, on a senti dans l'attitude qu'il y avait quelque chose de différent et qu'il pouvait se passer quelque chose. Et on a été servi avec l'entrée de Pépé qui apportait beaucoup
sur son côté. Et l'égalisation avec ce penalty, quand vous entend crier le nom de l'arbitre. Effectivement, il y avait... Monsieur Atcho, penalty. Absolument, il y avait penalty parce qu'il faut savoir qu'il y a eu cette réaction-là, parce qu'il y a eu une erreur d'arbitrage sur le carton rouge contestable de Sadio Mané avec des crampons en avant sur Sangare Ibrahim, qui n'a pas été sifflé. Et sur le banc, Aliou Cissé et Emers Faye mettaient une pression folle sur l'arbitre. Ça, vous ne le voyez pas à l'image, mais nous, depuis notre poste commentateur, on voyait à chaque fois Aliou Cissé ou Emers Faye aller vers l'arbitre. Surtout sur la consultation de la VAR, on a eu Aliou Cissé qui n'a pas hésité à aller voir l'arbitre. Donc, c'est pourquoi ça m'a amené à avoir... à porter de la voix. Oui, absolument, voilà, parce que le pénalty était très flagrant. Il n'y avait même pas photo. Il y a eu contact entre Pépé et donc Edouard Mendy, et il y avait pénalty. Et le pénalty est tiré par Franck Kessié, qui ouvre le score, égalisation donc, de la Côte d'Ivoire. Oui, Métchétchi. Oui, très belle réaction des éléphants. Parce que quand moi je vois ce premier but que les éléphants encaissent, le retrait de Sadio Mané, je me dis, qu'est-ce qu'ils nous font encore, ces éléphants? On prend le premier but, dès les premières minutes. Voilà. Et il y a un circuit de balle, et ils doivent pouvoir être capables de sortir ce ballon, de sauver ce ballon. Mais ils sont restés inactifs. Et là, les Sénégalais ouvrent le score. Déjà, il faut revenir, il faut se remonter mentalement pour revenir. Ils ont été forts, ils sont revenus. Il y a eu ce penalty. Et puis, Franck Kessié l'a transformé. L'a transformé. Et après, on part au tir au but, les éléphants qui dominent et nous sommes ressuscités. Oui, Tchati? Ah oui, nous sommes ressuscités, mais moi je dis le meilleur souvenir. Franchement, je l'ai déjà dit sur le plateau ici, dès qu'on devait rencontrer le Sénégal, moi je n'étais pas très inquiet. Parce qu'au niveau du Sénégal, la Côte d'Ivoire a toujours réussi à cette équipe du Sénégal. Et pendant le match, vous n'étiez pas inquiet avec l'ouverture du score du Sénégal? Avec l'ouverture du score, je vous explique quelque chose. C'est-à-dire que dès que le tirage a été fait, dès qu'on savait qu'on allait rencontrer le Sénégal, j'ai beaucoup d'amis sénégalais. Oui, effectivement, vous l'avez dit. Je l'ai dit ici, notamment l'agent de Didier Drogba, Thierno Seydi. Dès qu'on a dit que la Côte d'Ivoire croisait le Sénégal, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, José, ça sent pas bon. Bon, et pendant le match, pendant le match, comme j'ai dit, avec la venue de comment on appelle, de Faye et Messi sur le banc de touche, il fallait tout revoir. Il fallait tout revoir parce que au sein de la sélection, avec son binôme d'abord Guy Demel, depuis que nous on est journalistes, on les suit depuis 2006. Ces deux garçons qui ont été toujours même en retrait dans leur petit coin, c'est quelqu'un, et j'ai su que quand Faye allait prendre les devants de la sélection, le discours allait changer au niveau du vestiaire. Et les éléphants sont partis. Quand on voit le match, on sait qu'au niveau du vestiaire, déjà il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé, la motivation, et puis Balo l'a dit, le repositionnement de, par exemple, Jean-Michel Seri qu'on met en sentinelle. Et tout ça a fait que vraiment les éléphants étaient déjà bien sur le terrain. Malgré le premier but encaissé, ils sont repartis de plus belle. Très bien. Parlons donc du staff technique. Nous avons pu recueillir le témoignage de Kipré Gogwa Mathieu, entraîneur des gardiens de but qui a rejoint le groupe après les phases de poule. On l'écoute. Un souvenir inoubliable. Parce qu'au départ, je n'étais pas au départ de la CAN. Et après notre match contre la Guinée équatoriale, et quand on a eu cette grâce de Dieu de nous qualifier, alors juste après le match, 5 minutes après le match, j'ai reçu un coup de fil d'Alain Guamené, alors qui me dit que j'ai été choisi pour continuer l'aventure avec l'équipe. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec la sélection. D'abord le match contre le Sénégal, qui était, disons, mon premier match. Je n'avais pas d'appréhension, vu qu'on a quand même une certaine expérience dans le métier. Donc j'étais avec les garçons et tous ensemble, on échangeait là-dessus. Et leur disait que c'était un nouveau départ, qu'il fallait complètement vider la tête. Et c'est comme ça qu'on est allé au match. Et je crois que pendant les séances des tirs au but, les veilles même, vous savez, les veilles de match, on fait les séances de tirs au but. Donc constamment, juste à côté des poteaux, Diraya de longtemps rester sur ses appuis. Longtemps rester sur ses appuis, attendre le tireur jusqu'à ce qu'il démarre, jusqu'à ce qu'il touche au ballon. Et pour qu'il ait une réaction un peu plus vive pour pouvoir aller sur les pénaltys. Concernant les consignes laissées à Fofana, ce n'étaient pas des consignes particulières.
Mais c'était juste une remotivation. C'est déjà, le gamin était déjà dans la compétition. Et il fallait une remotivation. Alors c'est ce qu'on a essayé. On a essayé par notre expérience en tant que gardien de but et puis ayant passé beaucoup d'années quand même dans le métier. Alors il n'y a pas eu de consigne particulière, rien que lui dire seulement de se concentrer pour aborder les tirs au but. Voilà, c'est donc le témoignage de Kipré Gogwa Mathieu, entraîneur des gardiens de but. Et puis, comme si c'était hier, hein, les Ivoiriens se souviennent de ce match et de cette soirée. On regarde. Vraiment, moi, personnellement, j'étais dans la joie quand Côte d'Ivoire a gagné. Mais avant qu'on ait gagné, avant qu'on ne joue même, moi, j'étais tellement peureuse. Quand Côte d'Ivoire joue, je ne supporte pas. Je veux qu'on gagne à tout prix. Donc, je cours, je rentre dans ma chambre, je me cache, je prie. Quand mes enfants crient au salon que oh, Côte d'Ivoire a gagné, c'est là je sors, je cours, je danse dans le salon. Après encore, je rentre encore et je prie encore. En fait, moi, c'est la prière. Je prie pour qu'on puisse gagner. Quand on gagne, je sors, je saute de joie. Après, bon, je rentre encore. Parce que je suis pas de stress. J'avais déjà peur parce qu'on était d'abord éliminé, être classé meilleur troisième. Donc avec le jeu qu'on a vu contre la Guinée, donc j'avais déjà peur. Voilà. C'était ça. Maintenant, y compris que le match, on a commencé à regarder le match. Le Sénégal a marqué. On peut dire qu'à la 3e minute déjà, mais ils ont déjà marqué. Voilà, donc avec ça, bon, on s'est dit peut-être que la Côte d'Ivoire serait éliminée pour de bon. Donc on voit jusqu'à, grâce à Nicolas Pépé, on a pu avoir un penalty et retirer. Et bon, on a, comme on dit, le découragement n'est pas ivoirien. On s'est toujours dit que peut-être que ça va aller. Et du coup, tir au but, on a gagné. Sinon, ce match-là, vraiment, moi, je n'étais pas sûr qu'on allait gagner. Bon, nous avons croisé une équipe qui n'a pas été facile. Nous étions menés 1-0. Et vers la fin, nous avons eu penalty. Et c'est M. Kessié qui nous a donné la victoire. La portion de tir au but, ça n'a pas été facile, mais après, nous avons eu la victoire. C'était du ouf. En tout cas, le match Sénégal-Côte d'Ivoire était stressé, mais il y avait la foi qu'on allait gagner le Sénégal. Voilà, il y avait la foi parce que j'ai confiance en mon pays et puis surtout les joueurs. Le match était serré. Les deux équipes, on peut dire qu'il y a les meilleurs joueurs partout, mais comme il vient de dire tout à l'heure, il y avait la foi que la Côte d'Ivoire allait gagner ce match. Et la Côte d'Ivoire a donc gagné ce match Sénégal-Côte d'Ivoire ce 29 janvier 2024 au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Et puis donc, voici les résultats des 8e de finale et les affiches de quart de finale. Les affiches des 8e de finale, l'Angola a dominé la Namibie 3-0, victoire des Nigériens face au Camerounais 2-0. La Guinée équatoriale est tombée, voilà, face à la Guinée-Conakry 0-1. L'Égypte a été sortie par la RDC au tir au but 8-7, 1-1 au temps réglementaire. Le Cap-Vert a battu la Mauritanie en but à 0. La Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal, voilà, 5-4 au tir au but, 1-1 en temps réglementaire. Le Mali a battu le Burkina Faso 2-1 et puis malheureusement, le Maroc est tombé face à l'Afrique du Sud 0-2. Voilà, et puis pour les quarts de finale, les éléphants affrontent le Mali le 3 février 2024 au stade de la Paix de Bouaké. Les Ivoiriens vont-ils retrouver le dernier carré de la CAN 9 ans après? Bon, rendez-vous donc le lundi 3 février. Non, rendez-vous le lundi 3 février 2025. Pronostic pronostic pour ce match. Pronostic pour Côte d'Ivoire-Mali? Oui, Côte d'Ivoire-Mali, pronostic. Bah, ça va être compliqué. C'est un peu compliqué. Oui, ça va être compliqué. D'accord. Attendons de voir le match. On attend de voir. Balo, et vous, pronostic pour ce match? Pronostic victoire du Mali. Quel pronostic ça? Victoire du Mali à 120e minute de jeu. Carton jaune. Balo, Djati, pronostic pour ce match? Pronostic, victoire pour la Côte d'Ivoire. Victoire pour la Côte d'Ivoire. Bon, on verra si... 120e minute. Si Balo, si Djati donne de très bons pronostics. Victoire Djakité à 120e minute pour le Mali. Donc, le lundi 3 février 2025, oui, on revient donc dans cette rubrique avec, on verra donc le match Côte d'Ivoire-Mali. Voilà, ça sera donc la semaine prochaine, le lundi prochain. Allez, on passe à l'actu, on y va.
Et bien sûr, on ouvre le téléphone parce qu'il est temps pour vous de participer à l'émission. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La question LGT, voilà l'actualité. Cannes 2025, c'est bientôt. Le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? Ne l'oubliez pas, le Cameroun logé donc dans la poule des éléphants, la poule F, où on aura la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. La rivalité entre les sélections ivoiriennes et camerounaises va se poursuivre lors de la Cannes 2025. Logées donc dans la poule F, elles vont s'affronter le 28 décembre à Marrakech. En attendant, les supputations vont bon train. Et l'on se demande si les lions indomptables peuvent encore être considérés comme la bête noire des éléphants. Ce sujet de la rédaction nous donne les premiers éléments d'appréciation. On regarde. Entre Cameroun s'est installée une rivalité qui remonte aux années 70. Cette joute sportive nourrie, attisée et amplifiée par les exploits, les déceptions et les désillusions des uns et des autres s'est imposée au fil du temps comme l'un des grands classiques du football africain. Le tirage au sort de la Cannes 2025 effectué lundi au Théâtre National Mohamed V de Rabat, dans la capitale marocaine, a bien voulu placer les deux pays dans le groupe F en compagnie du Gabon et du Mozambique. Depuis lors, s'est ravivée cette vieille rivalité dont il importe de revisiter l'histoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions indomptables du Cameroun ont été créés au lendemain des indépendances des deux pays obtenues en 1960. C'est 10 ans plus tard que les deux sélections s'affrontent pour la première fois en phase de poule de la Cannes 1970 au Soudan. Pour leur première participation et leur premier match à la Cannes, c'est un coup de maître pour les Camerounais. Les lions indomptables s'imposent 3-2 au stade municipal de Khartoum en dépit d'un doublé de Laurent Pokou. Les deux sélections se retrouveront 14 ans plus tard en Côte d'Ivoire à la faveur de la Cannes 1984. En phase de poule, dans un stade Félix Houphouët-Boigny des grands jours, les Lions indomptables éliminent le pays organisateur grâce à 2 réalisations de Roger Mila et Jean-Kep Bonaventure. Cette défaite mal vécue par les Ivoiriens marque véritablement le début de la rivalité entre les deux sélections. Et quand en demi-finale de la Cannes 1986 en Égypte, le Cameroun élimine la Côte d'Ivoire grâce à une réalisation de Roger Mila, les Lions indomptables deviennent un mythe pour les éléphants. Alain Guaméné et les éléphants vont briser ce mythe en prenant leur revanche en demi-finale de la Cannes 1992 pour ensuite remporter leur premier sacre. Malheureusement, le blason ivoirien redoré va à nouveau se ternir avec une série de revers historiques. Après 2 défaites en phase de poule lors des Cannes 2000 au Ghana et 2002 au Mali, devant des lions manifestement indomptables, les éléphants vont broyer du noir pendant les qualifications de la Coupe du Monde 2006. Didier Drogba et la génération dorée vont s'incliner non seulement à Yaoundé, mais aussi et surtout à Abidjan au Félicia. Ce fameux 4 septembre 2005, la Côte d'Ivoire a dormi à 19h. La qualification miraculeuse pour le Mondial 2006 en Allemagne n'est qu'une maigre consolation pour les éléphants. Les Ivoiriens ont gardé cette défaite du 4 septembre 2005 en travers de la gorge pendant 9 ans. C'est pourquoi, lors du dernier match de la phase de poule de la Cannes 2015, en Guinée équatoriale, quand Max Alain Gradel marque ce but qui élimine le Cameroun, le peuple ivoirien lui dresse pratiquement une stèle. Il est surnommé le tueur de lions. Le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? Messieurs sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. C'est donc un oui pour Balo et aussi pour Aimé Tchétché, c'est un non pour José Diati. Comme pour Henri Joël, bon, je vais donc vous laisser argumenter. Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? Aimé Tchétché. Alors oui, à mon avis, parce que c'est l'une des nations qui a le plus souvent battu la Côte d'Ivoire en phase finale de la Cannes. Ouais, en phase finale. Jusqu'à preuve du contraire, depuis 1984, quand nous avons été dans la même poule, l'équipe qui bat son ami remporte la compétition. En 1984, votre document le rappelait, ils nous ont battus en phase de poule et ils ont remporté la finale face au Nigeria. En 2000, à Accra,
Ils nous ont battus 3-0. Ils nous ont battus 3-0. Et ils sont allés battre le Nigeria en finale au stade de Surulere. Ensuite, en 2002, au Mali, au stade Bamba Traoré, le match qu'on appelait la bataille de Sikasso. Sikasso Kelé. Le Cameroun nous a battus 1-0 sur un centre de Jérémy Guitap et puis la tête de Patrick Mboma. 1-0. Et puis ça change un tout petit peu. Ça change un tout petit peu. On est en 2015 où on nous a montré le héros dans votre document tout à l'heure, Max Gradel, réussit à battre le Cameroun pour aller en finale. Et puis, il y a les phases à élimination directe. En 86, la Côte d'Ivoire perd 1-0, but de Roger Mila. Et puis on arrive à Dakar, en 92, en phase d'élimination directe. En 92, en demi-finale, on les bat au tir au but. Et on rencontre le Ghana. En 2015, en 2006, en Égypte, on bat le Cameroun au tir au but. Et on va en finale contre l'Égypte qu'on perd malheureusement. Donc oui, le Cameroun est la bête noire des éléphants de la Côte d'Ivoire, en tout cas en phase finale de Coupe d'Afrique. Phase finale de Coupe d'Afrique. Et on note Aimé Tchétché, ex-international ivoirien, en 84, vous étiez... J'étais là. Oui, pendant J'étais là, malheureusement, je n'ai pas joué ce match. Ouais. Vous n'avez pas joué ce match? Je n'ai pas joué ce match. Comment vous avez vécu cette... Avec beaucoup de tristesse parce que quand j'ai vu les Ivoiriens se déplacer pour venir massivement dans ce stade Fauboigny depuis 10 heures, depuis 8 heures pour certains, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais c'était sans... Et ils ne savaient pas que quelque chose se passait dans les vestiaires des éléphants. Où les dirigeants ont dû choisir, mettre l'entraîneur de côté. Je ne vais plus revenir dessus, mais il faut que je le dise pour ceux qui nous regardent. Les dirigeants ont dû mettre les entraîneurs, le staff technique de côté pour pouvoir eux-mêmes faire la composition de l'équipe. Donc, pour des joueurs qui vont s'échauffer à 15h, le match était à 16h, s'échauffer à 15h, 15h15, personne ne savait, aucun joueur ne savait s'il était aligné. Voilà. C'est jusqu'à 15h05 qu'on nous donne la composition. Voilà, celui qui joue, voilà, c'est joue. Vous êtes de côté, allez dans les tribunes, vous restez là en remplacement. Donc, c'était triste. C'était triste, c'était impensable pour une équipe de Côte d'Ivoire qui était certes jeune, parce que la plupart de ces joueurs-là, on avait 20 ans, 18 ans, Youssouf Fana a 18 ans, moi-même 20 ans à cette époque-là, face à des Roger Mila, Roger Mila, 30 ans, 32 ans à l'époque. Beaucoup plus d'expérience. Voilà. Joseph-Antoine Bell, joueur de l'Olympique de Marseille, 32 ans. Ernest Bokilotine, des joueurs de grosse expérience. Voilà. Donc, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Très mal. Bon, tout le monde a eu très mal. Mais aujourd'hui, Aimé Tchétché, on est... Oui, nos cadets, nos enfants, nos cadets nous ont vengés et c'est très bien. Voilà. La génération Ballot. Allez, nous avons un appelant, Monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelle Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et on vous écoute. CAN 2025, le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? Moi, je vais répondre par non. Hein. Par non, d'accord. Oui, oui, parce que il y a un passé, il y a un moment, si ce match-là était programmé, on allait tout subir que le Cameroun allait battre la Côte d'Ivoire. Mais comme hier, je l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Une équipe, même qu'on ne pensait pas qu'elle pouvait nous éliminer, peut nous éliminer pendant une CAN. Exactement. Donc, aujourd'hui, le Cameroun, et puis avec notre passé, avec eux, il y a eu des matchs où on leur a barré le chemin. Eux aussi, par moment, ils nous barrent le chemin. Donc, ça va dépendre de la forme de l'équipe au moment du match. Voilà, c'est pourquoi moi je dis qu'il faut que Faye réconcentre ses joueurs pour que le fait que nous soyons champions d'Afrique ne trottine pas dans nos têtes.
il faut que nous sachions que nous partons sur le même pied d'égalité avec toutes les équipes qui vont là-bas et doivent jouer clairement tous les matchs pour pouvoir avoir un rang honorable là-bas. D'accord. Très bien. Parce que, comme je l'ai dit hier, pour le moment, le chef de l'État n'a pas encore lancé le mot d'ordre de cette canne-là. L'année passée, c'était jamais 203. On s'en est servi pour prendre la coupe. Donc, vivement, s'il lance le mot d'ordre de cette canne, parce qu'avec le tirage au sort, c'est la canne qui est lancée. Voilà, donc s'il lance le mot de cette année-là, on va s'en servir comme leitmotiv pour aller prendre la coupe-là. D'accord, M. Kofi Mathieu. Voilà, c'est ce que nous on attend. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Merci. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. À tous, vous tous qui nous suivez, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. Et puis, bien sûr, je vous propose, avant de poursuivre, messieurs, de voir le bilan des confrontations entre les éléphants et les lions indomptables. Oui, donc par rapport au bilan depuis 1970, il faut noter que déjà, lors de la première rencontre de ces deux pays, le Cameroun s'est imposé 3-2 face à la Côte d'Ivoire. En 1984, encore le Cameroun qui s'est imposé face aux éléphants 2-0. En 1986, le Cameroun, encore une fois, bat la Côte d'Ivoire 1-0. En 1992, c'est un 0-0, puis une victoire au tir au but des éléphants 3-1. En 2000, le Cameroun écrase la Côte d'Ivoire 3-0. En 2002, c'est une courte victoire, 1-0 face aux éléphants. En 2006, un but partout et une victoire au tir au but 12-11 pour les éléphants en quart de finale. En 2015, victoire des éléphants sur ce fameux but de Max-Alain Gradel, 1-0. Et donc le bilan global, c'est 5 victoires pour le Cameroun, 3 victoires, dont 2 tirs au but. Voilà, et la suite? Oui, donc pour les qualifications Coupe du Monde en 2004, à l'aller, 2-0 pour le Cameroun. En 2005, au retour, 3-2 ici au Félicia, le 4 septembre 2005. En 2021, à l'aller, donc c'est 2-1 au stade des Bimpe. Et au match retour au stade Japoma, 1-0 pour le Cameroun. Au bilan de la qualification Coupe du Monde, 3 victoires encore pour le Cameroun, à 1 pour la Côte d'Ivoire. Donc le Cameroun est en tête sur les deux tableaux. Sur les qualifications CAN, en 2014, à l'aller, le Cameroun a étrié la Côte d'Ivoire 4-1. En 2014, au retour, 0-0 entre les deux pays. Bilan pour la qualification CAN, le Cameroun est encore devant. Une victoire à 0 pour la Côte d'Ivoire et un match nul. Donc sur les 3 tableaux, les Camerounais sont devant. Pour les matchs amicaux, en 91, la Côte d'Ivoire bat le Cameroun 3-2. En 95, les éléphants s'imposent encore 2-1. En 2003, là, ils écrasent les Camerounais 3-0. Donc sur le bilan des matchs amicaux, là, les éléphants battent le Cameroun 3 victoires à 0. Voilà, donc d'amusement. Bilan des confrontations. Le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? José Diati, oui. On vous écoute, on écoute vos arguments. Moi, j'ai dit non. Oui, le Cameroun était la bête noire des éléphants. Mais pas. Depuis 2006, les choses se sont équilibrées et le Cameroun n'est plus la bête noire depuis 2006 des éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, en tant que journaliste, j'ai eu la chance de suivre des compétitions, notamment en 2000, par exemple, où moi j'étais à ma deuxième CAN, où le Cameroun nous a battu 3-0. J'ai eu la chance de suivre les compétitions des éliminatoires, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, des éléphants de Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Et j'ai eu la chance de suivre le quart de finale Côte d'Ivoire, Cameroun, en Égypte, où on les bat au tir au but 12-11. Et c'est depuis là que le mythe camerounais est tombé. Parce que les conditions dans lesquelles Henri Michel a préparé l'équipe a servi vraiment la génération dorée. Henri Michel qui avait l'avantage d'avoir entraîné le Cameroun et qui est venu entraîner la Côte d'Ivoire. Quand vous rentrez dans les vestiaires, il a dit les jeunes garçons, ceux-là, les Camerounais, c'est au mental qu'on les gagne. C'est au mental. Vous avez toutes les qualités, mais c'est au mental. Et depuis lors, si vous prenez bien les statistiques, depuis 2006, le Cameroun s'est équilibré. Ce n'est plus la bête noire. C'est vrai qu'ils nous ont battus 1-0, mais on les a battus aussi lors des éliminatoires du mondial ici, 2-1. Donc, à partir de là, je peux dire que le Cameroun n'est plus la bête noire de la Côte d'Ivoire. Parce que, à partir de 2006, de la Coupe d'Afrique 2006,
Ils nous ont éliminés, effectivement. Ils nous ont battus à 2 reprises. Oui. Pour les éliminatoires du Mondial 2006, c'était en septembre. La CAN a eu lieu en janvier. À partir de janvier 2006, tout s'est équilibré aujourd'hui jusqu'en 2015 où on les bat, on les sort. On les bat 1-0. Donc, vu tout ce que je viens de dire, le Cameroun n'est plus la bête noire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Elle l'était, mais à partir de elle ne l'est plus. Les choses se sont équilibrées. Les choses se sont équilibrées à présent. D'accord. Le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? Nous avons un appelant. Monsieur Kwame. Bonsoir, Monsieur Kwame. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez de Boaké, c'est ça? C'est bien cela. D'accord, bienvenue. Et puis on vous écoute. CAN 2025, le Cameroun est-il la bête noire encore des éléphants? Bon, il faut dire que quelqu'un l'avait déjà dit sur le plateau, depuis 2006, la Côte d'Ivoire n'était plus la bête noire de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que dans les années passées, ils étaient vraiment sur nous. Mais à partir de 2006, les données ont changé. Donc je résume pour dire que c'est vrai, on se méfie tous, mais ils ne sont plus notre bête noire. Voilà ce que je voulais quand même dire. Salut pratiquement tout le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Boaké vous salue, voilà. Et on salue tout le monde à Boaké. Merci beaucoup, Monsieur Kwame. Voilà, on salue tout le monde à Boaké. Merci pour votre participation à l'émission. Le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? José Diati vient d'argumenter, tout comme Monsieur Kwame. Et pour eux, c'est un non, mais pour Balo, c'est un oui. Oui, c'est un oui, parce que statistiquement, déjà sur les 15 dernières rencontres, Cameroun mène 8-7. Ça, c'est sur l'ensemble des statistiques. Mais sur les matchs décisifs, parce que pour moi, une bête noire, c'est une équipe qui vous crée d'énormes difficultés dans les matchs importants. Et sur les matchs couperets, les matchs décisifs, on a 2 références à la matière. On a en 2021 récemment le match retour à Japoma où tout le monde est mobilisé. Il a fallu aux éléphants un match nul, soit une victoire ou un match nul pour se qualifier pour la Coupe du Monde. On s'est incliné 1-0. Le 4 septembre 2005, un match décisif encore une fois où le vainqueur est potentiellement qualifié. Là, il s'impose sur nos terres, 3-2, avec l'une de nos plus belles générations, avec l'une des attaques les plus intéressantes au niveau du potentiel des éléphants de Côte d'Ivoire. On a Didier Drogba, on a Aouna Dindane. Donc, sur notre belle génération dans les matchs importants, ils nous ont battus le 4 septembre. Et sur une génération moins talentueuse, mais tout aussi rayonnante avec les Sébastien Haller, là encore, ils nous font mal sur un match important. Donc, partons de ce fait-là. Moi, j'estime que oui, ils sont encore la bête noire. Ils étaient la bête noire et ils sont encore, parce que sur la dernière confrontation importante en 2021, ils nous ont battus 1-0 et se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, sur cette dernière date-là, moi, j'estime qu'ils sont encore notre bête noire. Et pour Henri Joël, c'est non? C'est non parce que aussi, chacun a ses statistiques. Faut le dire. Là, il prend les statistiques des éliminatoires de la Coupe du Monde où le Cameroun nous élimine à Japoma. Mais moi, je prendrais en 2015, en Coupe d'Afrique, où nous sommes dans la même poule avec la Guinée et le Mali. Et nous battons cette équipe du Cameroun dans le dernier match, parce qu'il faut se souvenir qu'on avait 2 petits points. Après les matchs nuls face à la Guinée et au Mali, il fallait gagner pour se qualifier. Et le Cameroun aussi avait besoin d'une victoire pour poursuivre la compétition. Donc là, c'est la Côte d'Ivoire qui s'impose 1-0 et on se qualifie. Et la suite, on la connaît, on remporte la CAN. Mais lui, il a pris quand même sur les 15 derniers matchs. Moi, je prendrais sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La Côte d'Ivoire est devant avec 2 victoires. Bon, d'abord, le Cameroun a 2 victoires et la Côte d'Ivoire a 4 victoires pour un match nul. Donc voilà un peu ces statistiques qui me font dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un passé où l'équipe camerounaise était très, très effrayante, ça il faut le dire, avec les Samuel Eto'o Olembe et autres. Ouais. Et il y a le présent où maintenant il y a une sorte de révolte de la part des Ivoiriens qui me fait dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même équipe qui effrayait. Parce que si c'était avant, après ce tirage-là, tout le monde allait déjà cocher une victoire, une défaite pour les éléphants et puis chercher à se rabattre sur les 2 autres. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est plus le cas. D'accord. CAN 2025, le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. On y va. Je dirais que le Cameroun n'est plus la bête noire des éléphants. Dans la mesure où, avant au temps de Samuel Eto'o,
l'équipe camerounaise était vraiment robuste. Aujourd'hui, on voit que la Côte d'Ivoire, avec son titre de champion d'Afrique, n'a rien à craindre venant des joueurs camerounais parce que physiquement, tactiquement, je pense qu'on est en forme et je pense que c'est nous qui sommes les bêtes noires. Effectivement, le Cameroun était la bête noire de la Côte d'Ivoire. Il fut du temps, même depuis la CAN 2023, si je pense bien, le Cameroun n'est pas la bête noire de la Côte d'Ivoire. Pas magie, surtout. Bon, pour l'instant, je ne crains pas le Cameroun. Parce qu'actuellement, à Côte d'Ivoire, on a une génération future qui a une bonne vision et puis une cohésion sociale qui marche ensemble. Donc je ne crains pas le Cameroun. Quel que soit la fin du méga, la Côte d'Ivoire gagnera le Cameroun dans cette match de poule. Selon mon point de vue, auparavant, le Cameroun était la bête noire. Mais de nos jours, on voit qu'il y a quand même un soulèvement au niveau des éléphants qui donnent tout et qui font de leur mieux. Donc maintenant, je pense que nous sommes la bête noire des Camerounais. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir, CAN 2025, le Cameroun est-il encore la bête noire des éléphants? En tout cas, merci beaucoup, messieurs, justement, pour vos arguments. Mais déjà, hein, avant de terminer la grande team de ce soir, hein, comment vous voyez déjà ce match Côte d'Ivoire-Cameroun, rapidement? Oui, mais disons que pour un match qui va se jouer dans les 11 mois qui arrivent, on ne sait pas vraiment dans quel état de forme les deux équipes seront. Donc, donner un pronostic à l'heure actuelle, c'est prêcher dans le désert. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire, pour sa jeunesse, à l'heure actuelle, pas favori. D'accord. Balo, moi, je dirais, au-delà même de la jeunesse, c'est l'assise défensive. Parce que là, je pense qu'on a beaucoup progressé à ce niveau. On arrive à être solide défensivement et ça peut nous aider. Henri-Joël ? Je dirais qu'il y a beaucoup de troubles dans l'équipe camerounaise avec un sélectionneur et un président de fédération qui sont tout en train de se taper un peu dessus. On espère que ça continue comme ça jusqu'en décembre. Voilà, pour qu'il y ait beaucoup de palabres au niveau du Cameroun. Et puis, ben voilà. Henri-Joël. Oui, Adjati, vous terminez. Moi, je dis que ce sera du 50-50 et ça va se jouer sur des détails. D'accord, du 50-50 pour vous. OK, très bien. Voilà, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, amoureux du sport. Merci d'être restés en notre compagnie. On était donc en direct de 20h30 à 22h. Ce sera pareil demain. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.